Une nouvelle étape politique s'ouvre avec l'élection au Bénin de Romuald Wadagni à la présidence. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances prend les rênes du pays dans un contexte marqué par de fortes attentes politiques, sociales et économiques. Après les réformes engagées par Patrice Talon, plusieurs questions se posent. Quelles seront les priorités du nouveau président et quels défis devra-t-il relever pour les 7 prochaines années? Romuald Wadagni, un pari d'avenir. C'est le thème de cette nouvelle édition de Politicia avec nos invités en duplex de Cotonou, Dr Ilyas Sina, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances, responsable de la coordination et du suivi du climat des affaires. Et sur ce plateau, nous avons Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marcel. Victor Djokoyi, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. C'est un honneur. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur les résultats de l'élection présidentielle au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, donnant le duo Romuald Wadagni, Mariam Chabi Talata largement en tête avec 4 252 347 voix, soit 94,05% contre 269 433 voix, soit 5,95% pour leurs adversaires. Sur la base de 90,55% des suffrages compilés, le scrutin a mobilisé 7 897 287 électeurs inscrits avec 4 640 354 votants et 4 552 756 suffrages exprimés, soit un taux de participation de 58,75%. Les 17 463 postes de vote ont fonctionné sans incident majeur sous l'encadrement sécuritaire et supervision d'observateurs dont la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les résultats provisoires ont été transmis à la Cour constitutionnelle du Bénin, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. Kossi Mboueke, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, 4 252 347 voix. Paul Nkwe et Roch Judikael Mouaounou, 269 433 voix. Vainqueur du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, pour un mandat de 7 ans, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2016. Son programme met l'accent sur la gouvernance, l'installation du Sénat et le renforcement des institutions. Après avoir accompli son devoir civique, le président de la République, Patrice Talon, a acté son retrait du pouvoir tout en annonçant son implication future au sein d'un conseil des sages. Cette structure liée à l'installation du Sénat en tant qu'organe de régulation est destinée à consolider l'équilibre institutionnel et la médiation nationale. Notre constitution prescrit désormais que tous les anciens présidents, tous les anciens présidents de l'Assemblée, tous les présidents de cour constitutionnelle siègent dans un conseil de sages. Je ne vais pas me dérober à cela. Et ce n'est pas ma nature d'ailleurs. Tout est de savoir quel va être le rôle global de ce conseil de sages. Donc, qui présidera, pour moi, cela importe peu, pourvu qu'il y ait un bon esprit, pour que ensemble nos prières, notre protection servent le pays entier. Le programme Plus loin ensemble 2026-2033 du président élu Romuald Wadagni repose sur 3 priorités. Bien-être social, économie compétitive et cohésion nationale déclinée en 6 pôles territoriaux avec des objectifs d'accès universel aux services de base, eau à 100%, électrification renforcée, cantine pour 1,3 million d'enfants, investissement de 1 500 milliards de francs CFA, transformation agricole, plus de 1 000 milliards déjà injectés, et l'industrialisation avec des pôles créateurs d'emplois de 20 000 emplois à la GDIZ et la consolidation d'une croissance passée de 1,8% à 8%. Le duo Romuald Wadagni Talata a largement remporté ce scrutin avec les résultats provisoires, avec un score justement de 94,05% des voix. Docteur Ilyas Sina, vous avez été au cœur justement de ce processus. Comment pour vous le nouveau président pourra-t-il consolider les acquis économiques tout en répondant justement aux attentes sociales au Bénin? C'est avec beaucoup de joie que nous avons
appris très tôt dans la matinée d'hier les résultats, les grandes tendances données par la Sénat qui donne vraiment largement vainqueur le candidat Romuald Wardani. Tel que vous avez pu vous en apercevoir, les grandes tendances indiquent quasiment un plébiscite parce que le candidat était soutenu à la base par l'essentiel de la classe politique du Bénin. Même l'opposition, de nombreux ténors de l'opposition l'ont soutenu et c'est ce qui témoigne aujourd'hui de ce résultat très fort qui montre que c'est véritablement un réel plébiscite. Pour en venir à votre question de savoir si le candidat Romuald Wardani, en termes de perspectives économiques, de perspectives sociales, pourra offrir de la stabilité au pays, je peux vous l'assurer parce que à l'analyse, Romuald Wardani a été ministre de l'économie et des finances pendant 10 ans. Sous lui, le pays a connu une croissance économique forte, jusqu'à 8% aujourd'hui. Donc, il connaît le métier. Il connaît les rouages. Il est l'auteur des réformes principales qui ont permis d'obtenir cette croissance au cours de ces 10 dernières années. Donc, nous ne doutons pas que M. Romuald Wardani, une fois investi vers la fin mai 2026, pourra maintenir la stabilité économique du pays et surtout renforcer la croissance économique afin que, comme il a souhaité, il puisse disposer de suffisamment de ressources pour lutter contre l'extrême pauvreté, qui est le choix pour lequel il a voulu se battre pour ce mandat que les Béninoises et les Béninois ont bien voulu l'offrir. Michel Betta, justement, réaction? Après l'élection de Romuald Wardani et sa colistière Talata, on retient une chose, d'abord, dans la forme, on pourrait croire à une démocratie qui se renforce, dans la forme, puisque on fait l'équilibre du genre. Wardani est un homme, Talata une femme. On arrive à un niveau où le Bénin donnerait envie de pouvoir vraiment souhaiter que les pays africains, l'alternance soit effective, parce que le président a respecté effectivement la Constitution en respectant les 2 mandats prescrits quand il arrive au pouvoir, même s'il a augmenté aujourd'hui le mandat à 7 ans, il a fait passer de 5 ans à 7 ans. Donc, à première vue, tout semble bien. Les élections sont déroulées dans le calme, mais quand on essaie de creuser un peu plus, on se rend compte qu'il y a des similitudes avec les pays de la sous-région où les candidats vraiment soutenus par les pouvoirs sont plébiscités presque. On retient ici au Gabon, plus de 80%. On a beaucoup de scores soviétiques. En Côte d'Ivoire, plus de 80%. En Guinée, plus de 80%. C'est à quoi qu'il n'y a pas d'opposition réelle. Et c'est dommage. Le Bénin, qui était un pays qui donnait envie en termes de démocratie, on l'a vu des mois avant les élections, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc, démocratiquement, il y a des efforts à faire. Aujourd'hui, on se rend compte que l'opposition significative a été écartée de ce scrutin présidentiel-là. Au point que celui qui faisait figure d'opposant, on a vu ses résultats. Mais c'est pas la réalité sociologique qui s'est jouée là. C'est pas la réalité sociologique. Et sur ce plan-là, on attend du nouveau président qui puisse consolider, vraiment, je dis, la voie démocratique dans ce Bénin d'avenir, comme il a dit, un Paris d'avenir. Il faut qu'il puisse consolider la démocratie. Parce que c'est vrai qu'on peut faire semblant de pouvoir embrigader l'opposition, de la voir vraiment cloîtrée dans un endroit pour ne pas entendre sa voix, mais ce n'est pas rassurant non seulement pour la démocratie, mais pour les investisseurs. Dans les différents projets d'avenir, notamment la lutte contre le chômage des jeunes, la question de la lutte contre la cherté de la vie qui frappe un peu les pays dans leur ensemble, il faut que le président apporte des réponses efficientes pour répondre aux attentes nombreuses de ces populations. Donc, il y a beaucoup de câlins qui l'attendent et nous espérons, dans la suite du débat, essayer d'étaler ça
pour que nous donnons les clés de lecture à ces attentes-là, pour que le président, espérons-le, puisse y répondre. On aura le temps d'en parler au cours de ce débat. Victor, réaction, comment le nouveau pouvoir pourra-t-il renforcer la confiance démocratique et favoriser un climat politique inclusif au Bénin? Merci beaucoup. Dans un premier temps, il faut que nos États s'exercent à la politique. Mais la vraie politique qui passe par la voie de la démocratie. Tant que nos États n'arriveront pas à ça, nous allons connaître des atermoiements au niveau du développement, de la gestion de l'État, et nous allons avoir beaucoup de difficultés. Je voudrais déjà féliciter M. Romuald Wadagni qui a été élu avec ce score soviétique, mais même ce score soviétique pose un problème, le problème de la démocratie. On a donc l'impression qu'au Bénin, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'opposition et que tout ce qui s'est passé depuis le président Talon jusqu'à aujourd'hui est accepté de tous. Et pourtant, ce n'est pas une réalité parce que dans cette élection, on n'a pas vu l'opposition significative. Mon ami et frère Beta le disait, M. Ajanvon, qui est une figure de proue de l'opposition au Bénin, était absent parce qu'il est contraint à l'exil et il ne peut donc pas participer aux activités politiques de son pays. Et c'est en Afrique, c'est tout le temps qu'on a ce type de problème-là. Bon, je pense que si on veut arriver à la démocratie, si on veut arriver au développement essentiel, il faut que la démocratie soit une réalité. Et tant qu'elle n'est pas une réalité, bon, ça on connaîtra toutes ces difficultés. Voilà ce que je pense. Je reviens vers vous, docteur Ilyas Sina, réaction. Oui, j'ai bien compris les préoccupations de mes collègues sur le plateau. Au niveau du Bénin, il faut dire que le candidat Romuald Wadagni aurait souhaité effectivement que dans le fond, en face, qu'on ait pu avoir une opposition, une candidature, un challenger beaucoup plus élevé, parce que à la lecture, quand on lit le taux obtenu en termes de victoire, plus de 90%, oui, c'est vrai qu'on peut parler de pourcentage soviétique, mais attention, il faut jeter un coup d'œil sur le taux de participation qui avoisine les 60%, Donc, sur 7 millions d'électeurs, nous avons 4 millions qui sont effectivement rendus aux urnes. C'est pour dire que, effectivement, les populations sont sorties. Quand vous voyez près de 60% dans les dernières élections au Bénin, les élections générales, nous étions autour de 36%. Il y a 10 ans, on avait à peine 50% en termes de taux de participation. Le Bénin est en pleine mutation politique, je peux vous dire. Au cours des 10 dernières années, nous nous sommes dotés de nouveaux textes qui, dans les faits, sont des textes qui permettent au pays d'aller de l'avant, qui, en matière de lecture démocratique, en matière d'analyse démocratique, permettent à nos pays d'aller de l'avant. On voudrait bien que désormais, pour être candidat à une élection présidentielle, qu'on soit parrainé, que n'importe qui ne se lève plus, lève le doigt, je veux être candidat parce qu'on a un peu de ressources, qu'on puisse déposer sa candidature. Mais non, il faut un système de parrainage et que le parrainage soit porté par des grands électeurs, notamment des députés, des maires élus. Si dans le fond, des candidats déclarés de notre opposition n'ont pu remplir, remplir cette formalité, ou de l'autre côté, l'opposition n'a pas pu s'entendre pour dégager un candidat, il faut véritablement se questionner sur la santé de la démocratie au Bénin. Qu'est-ce qui empêche certains partis politiques, certaines figures politiques à s'aligner sur les textes adoptés. Je suis d'accord avec les collègues et que c'est des questions sur lesquelles il faudra travailler à l'avenir. M. Romuald Wadagni l'a dit une fois installé, qu'il va poursuivre et renforcer le dialogue politique.
On va renforcer le dialogue politique, écouter les partis politiques de l'opposition pour savoir ce qui les empêche réellement de respecter les textes qu'on s'est tous consensuellement dotés, ce qui les empêche de respecter les textes. On ne va pas au nom de l'essence de la démocratie parce qu'on veut avoir une élection fortement disputée, violer les tests que nous-mêmes on s'est donné. Non, il ne faut pas violer les tests. Ce qui est arrivé au Bénin, vous avez suivi un peu. C'est le parti Les Démocrates qui est le grand parti de l'opposition. Ils n'ont pas pu s'entendre pour dégager un candidat. C'est malheureux. Le président Patrice Talon, au cours de ses 10 ans de mandat, a véritablement fait transformer économiquement, socialement le Bénin. Le Bénin a beaucoup évolué. Donc, on ne devrait pas avoir de crainte pour dégager, pour ce qui concerne, soutenir, j'allais dire, les résultats du président Patrice Talon. Docteur Ilias, nous aurons le temps justement de développer un peu plus justement au cours de l'émission. Je vous invite à suivre ces réactions des citoyens béninois recueillies par notre correspondant Lefty Ounou à Cotonou. Je fais partie de ces personnes-là qui sont les plus optimistes au monde. Vous savez, 10 ans en arrière, nous avons une idée d'où était notre pays. Et 10 ans après et plus tard, dans les 7 années à venir ou 14 années à venir, je pense que le Bénin sera au-delà de nos espérances, positivement parlant. Après le vote du 12 avril, je pense bien évidemment que notre pays, le Bénin, dans son envol amorcé depuis 10 ans, appuiera sur un nouvel accélérateur pour marquer davantage son développement économique et social, avec une priorité donnée à l'emploi des jeunes, à l'éducation, à la santé, mais également et surtout ce développement équilibré des territoires qui a été clairement exprimé dans l'une des offres politiques. On espère que déjà la croissance soit soutenue. Pour que celle-ci soit soutenue, il faut forcément qu'il y ait de grands travaux. Le nouveau président l'a prévu dans son projet de société que nous avons adopté. Et au-delà de ça, il a parlé beaucoup plus de l'aspect social. L'aspect social qui se traduit par l'appui aux femmes dans leur commerce, dans leurs activités génératrices de revenus à travers les microcrédits, et qu'il va d'ailleurs renforcer et simplifier l'accès à ces microcrédits. Et au-delà de ça, il a dit et martelé pendant sa campagne que quiconque béninois irait dans un hôpital, qu'il soit malade ou dans des conditions critiques liées à sa santé, qui pourrait être soigné sans qu'on ne lui demande un copec. Vous voyez les infrastructures, aujourd'hui c'est déjà visible. Tout le pays est en chantier. Et nous sommes dans une phase de continuité positive. Alors, cet élan de développement amorcé par le Bénin, ça va se poursuivre. Et quand nous regardons le programme de notre futur président, c'est un programme qui a embrassé tous les domaines. Et il a accentué son programme sur le côté social. Parce qu'il y avait, pendant les 10 dernières années, il y avait quelques bruits, mais le monsieur qui a pris à cœur le côté social. Et ça, vous allez voir, et par la grâce de Dieu, Dieu va l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission, et que le Bénin sera totalement apaisé. Ce n'est que le développement qui va compter. L'avenir du pays, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chance pour le pays, parce que quand tu as 7 ans, tu as le temps de définir tes projets, de les étudier, de les réaliser et de les mettre en service avant la fin du quinquennat. Pas le pasteur qui arrive, comme je le disais tantôt, et il ne connaît pas le job, et c'est une fois lui qui se met à faire l'apprentissage. Ils font l'apprentissage 2 ans, 3 ans, 4 ans, et au moment où ils continuent à travailler, les projets ne se terminent pas. Et ils abandonnent. Le nouveau président qui vient recommence à zéro, ou bien poursuit ça, ou change de stratégie. Ça fait que le Bénin piétine.
Cette fois-ci, nous sommes sûrs qu'avec 7 ans, le Bénin n'est pas piétiné. C'était les réactions des citoyens béninois. Michel Betta, tout repose justement sur un Bénin inclusif, que ce soit la mise en place de réformes politiques, économiques et sociales. Voyez-vous, les schémas se ressemblent plus ou moins. Hein. On parle aujourd'hui de mettre l'accent sur le social parce que, quoi qu'on dise, les disparités, les disparités sociales sont frappantes dans ces pays-là. Vous voyez aujourd'hui le travail que font ces jeunes dames-là, c'est un travail manuel. Il n'y a même pas, je dis que le développement économique est basé encore sur des données primaires, hein, telles que les cueillettes de coton, le travail manuel avec les couturières et tout cela. Bon, ça montre qu'il y a un développement à amorcer. Mais est-ce que toute la masse va suivre ce développement? Parce qu'il nécessite aussi du capital humain qu'il faut former pour amorcer ce développement. Et là, quand on parle de social, je vois aussi qu'ils ont parlé d'éducation, d'emploi, mais moi je pense que l'accent qui sera le plus frappant pour vraiment amorcer ce développement-là, c'est mettre l'accent sur le développement humain, l'éducation des masses, la formation des masses, parce que sans cette formation-là, on assistera encore toujours à ce travail manuel-là qui n'est pas prêt d'amorcer un développement efficient pour ces pays africains. On est encore en Afrique à une période qui... Je ne sais pas si on peut parler de période charnière, mais on n'a même pas encore amorcé l'essentiel du développement. Regardez un peu les cultures de l'agriculture au niveau agricole. On est encore à la phase des transformations, mais des transformations en produits de première... On n'est même pas encore arrivé à des produits de première nécessité. On est en transformation des produits je dis, on n'est même pas loin. La transformation est tellement minime au point qu'on n'amorce pas avec ces produits agricoles-là une transformation qui puisse booster l'économie réellement. On en est en Côte d'Ivoire, on en est au broyage. Là-bas, on est encore du coton qu'on filé, on est encore au fil, alors qu'on devait être aussi au niveau de la création de paille, de la fabrication des habits, des tenues et tout cela. Bon, bref, je dis que ce développement-là, il est attendu des populations et on nous présente un président qui vient des institutions internationales, qui a vu aussi, qui a une bonne carnet d'adresses au plan international, qui pourra et aussi qui figure justement parmi les plus jeunes présidents. Hein, oui, il est parmi les plus jeunes présidents, mais ce que nous attendons de lui pour une population de 15 millions d'habitants, que sont les Béninois, et les Béninois avec plus de 75%, 90% de la population qui est dans le secteur informel, il faut moderniser cette économie-là pour qu'elle puisse profiter de façon, je dis, efficace aux populations qui attendent une protection sociale, une économie réelle. Merci Michel. Victor, réaction. D'accord. Merci beaucoup. Je comprends la prolixité de mon ami Betta, simplement parce que le Bénin est un pays frère, est un pays que nous connaissons, que nous aimons, et donc ce qui s'y passe nous intéresse directement. Je voudrais rappeler que quand nous parlons de développement, il s'agit de 4 ou 5 choses. Il s'agit de l'école, il s'agit ensuite de l'électricité. Il faut qu'il y ait l'électricité partout au Bénin et dans tous les ménages. Ensuite, il faut qu'il y ait des routes. Et puis, il faut qu'on ait des hôpitaux. Ces dernières années, le président Talon a construit un hôpital, je crois que ça s'appelle le Chic, où on peut véritablement se soigner à l'aise sans forcément payer des billets d'avion pour aller se soigner en Europe. Ça, c'est un avantage crucial, mais très important. On souhaite que ce que j'ai cité comme élément, comme critère de développement, prenne en compte aussi bien les femmes que les jeunes. Nous allons revenir sur cette partie dans la deuxième partie de l'émission qui traitera des perspectives économiques du Bénin. Nous entamons la deuxième partie de cette émission de Politicia et sur les perspectives économiques et sociales du Bénin.
Toujours en compagnie de nos invités, Dr Ilyas Sina, conseiller technique au ministère des Finances, et Michel Betta et Victor Djokoyi. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur la croissance économique du Bénin qui a été estimée à 6,8% en 2026. Au Bénin, la question du pouvoir d'achat s'impose progressivement dans nos débats publics. Pourtant, sur le plan macroéconomique, les indicateurs restent globalement positifs. Après une croissance estimée à 7,5% en 2024, l'économie béninoise devrait continuer sur une dynamique solide. La Banque africaine de développement prévoit ainsi une croissance d'environ 6,8% en 2026, soutenue par les investissements publics et l'industrialisation. La croissance seule n'améliore pas la qualité de vie. C'est la combinaison entre la croissance et la richesse marginale créée par cette croissance qui va influencer le panier de la ménagère et influencer les dépenses de tous les Béninois pour satisfaire aux conditions de vie meilleures. Ces performances placent le Bénin parmi les économies les plus dynamiques de la sous-région. Les réformes structurelles engagées ces dernières années, le développement de la zone industrielle de Glodjigbe et l'amélioration des infrastructures contribuent à soutenir cette croissance. Les autorités mettent également en avant une inflation maîtrisée comme signe de stabilité macroéconomique avec un taux d'inflation moyen annuel de 1,2% à fin janvier 2026, proche du seuil communautaire de 3% fixé par l'UEMOA. Le pouvoir d'achat, certes, peut être influencé par la croissance du Bénin, mais il dépend de plusieurs facteurs, dont prioritairement l'emploi, la création de l'emploi, la transformation de l'emploi en richesse qui permet aux entreprises et aux ménages de faire face à leurs obligations et de faire face à leurs dépenses. Le contraste entre ces indicateurs et la perception des ménages devient un sujet de débat. Pour de nombreux citoyens, le panier de la ménagère reste le principal baromètre du quotidien. Le coût de l'alimentation, du transport ou encore du logement nourrit ainsi les discussions sur la traduction concrète de la croissance dans la vie des populations. C'était l'élément sur la croissance économique du Bénin. Le Bénin qui est classé parmi les économies les plus dynamiques de la sous-région, Afrique de l'Ouest. Une croissance économique soutenue estimée à 6,8% pour 2026. Docteur Sina, dans cet élément, comme on l'a vu, le panier de la ménagère reste le principal baromètre du quotidien. Notons qu'en 2024, le taux de pauvreté au Bénin a enregistré une baisse de 31%, justement. Oui, madame, il faut dire que ces 10 dernières années, le taux de pauvreté a reculé. On est passé de 39,5 à autour de 31-32% aujourd'hui. Le président Patrice Talon a fortement œuvré pendant ces 10 ans, faire reculer la pauvreté et a véritablement fait avancer le pays. En témoigne ce taux de croissance qui tourne aujourd'hui autour de 7% dans le pays. Il faut dire que le ministre Romuald Wadayi a été un des principaux artisans de ce résultat, de cette performance. Il va forcément tirer leçon, il va forcément apprendre de cette expérience qui va lui servir, qui va lui servir pour ce mandat que les Béninois viennent de lui donner. Dans son projet de société, il a fortement dit, il va travailler pour agir essentiellement contre l'extrême pauvreté. La croissance économique accumulée ces dernières années devra désormais permettre à tous les Béninois, qui qu'ils soient et où ils se trouvent, à pouvoir bénéficier des ressources engagées. Sa stratégie en termes de perspective économique, c'est la création de 6 pôles de développement territoriaux. Donc, le pays sera globalement subdivisé en 6 pôles de développement économique. Au niveau des pôles de développement, on va agir, on va travailler sur les potentialités des régions, notamment les ressources naturelles,
On va partir des ressources en matière d'agriculture, en matière d'élevage. On va agir sur l'artisanat. On va agir sur la promotion du tourisme. On va agir sur la culture. Et il va offrir l'intelligence artificielle. Il va mettre en place au niveau de chaque pôle du développement des solutions industrielles pour accompagner ce développement agricole, des solutions industrielles pour accompagner la promotion de l'élevage, de la pêche, également pour venir en appui aux PME pour qu'elles puissent se lancer dans une perspective industrielle également. Donc, il faut voir que dans sa vision, tout ne sera plus désormais concentré sur seul Cotonou ou le sud du Bénin, mais plutôt on va travailler et rapprocher la modernisation de toutes les localités qui seront désormais organisées en pôle de développement afin que le développement, la croissance puisse toucher toutes les parties du pays, que toutes les populations où elles se trouvent puissent contribuer à la transformation économique de leur région et qu'elles puissent en bénéficier. Donc, au plan individuel, au plan collectif, les PME, au plan collectif, les associations, et ce développement partira dans chaque région des ressources dont disposent les régions. Il va apporter rapprocher les universités dans ces régions de développement. Donc, il va veiller à ce qu'il y ait une formation de qualité, à ce qu'il y ait une main-d'œuvre de qualité et que cela puisse, au soir de cette année, on puisse dire que son action a véritablement permis cette transformation économique, cette transformation structurelle de l'économie dans les 6 pôles de développement qu'il a Victor, identifiés. pour vous, comment renforcer justement le développement des PME et soutenir l'entrepreneuriat local au Bénin? Oui, quand moi j'écoute Dr Sina Ilias, je rêve parce que le discours qui nous tient est le discours de tous les présidents qui arrivent, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Je me rappelle encore des discours du président Diomaye Faye au Sénégal, etc., etc. Mais les difficultés que moi je pense qui vont être opposées à ce rêve-là, c'est par exemple que l'économie béninoise est extrêmement dépendante de l'extérieur. Première chose. Souvenez-vous que le même discours qu'il tient avait été tenu par le président Talon, mais n'oublions pas qu'en 2024, les Béninois s'étaient révoltés parce que la vie était devenue extrêmement chère et insupportable. Donc ça, c'est un élément, bon, moi, de mon point de vue, pour essayer d'arriver au point de développer des points ou des caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure et qui permettent d'arriver au développement, l'école, la santé, les hôpitaux, etc., etc., il faut forcément industrialiser nos économies. Si nos économies ne sont pas fortement industrialisées, le Bénin est le premier producteur de coton, mais le coton est transformé localement à 13% et le reste à l'exportation. Mais à l'exportation, le Bénin travaille beaucoup plus avec le Nigeria et avec le Bangladesh, mais il faut élargir davantage les points d'ancrage ou bien les points comment je peux dire ça, de relations économiques avec d'autres pays. Et pour l'instant, l'économie béninoise est beaucoup plus renfermée. Il faut vraiment arriver au développement d'exportation beaucoup plus vers les États-Unis, vers la France, l'Europe particulièrement, etc., etc. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Ces discours-là, on entend ça tous les jours, mais malheureusement, c'est l'application de ce discours-là, de mon point de vue en Afrique, qui pose véritablement problème. Michel Betta, quelle réforme politique et économique pourrait favoriser la création d'emplois, notamment pour les jeunes? Le Bénin a un budget estimé à 3 000 milliards pour une population de 15 millions d'habitants. Moi, je ne crois pas. Hein. Ça, vraiment, ouais, non, c'est tellement peu pour amorcer la question critique du développement qui est un enjeu
non seulement sociale, parce que ces jeunes qui sont dans l'informel, sans sécurité sociale, sans vraiment voir des perspectives sur l'avenir, sont une bombe sociale qui peut se réveiller à tout moment. Donc pour ma part, le premier volet sur lequel il faut s'étendre et vraiment trouver des solutions efficientes, comme je le dis, c'est la formation. La formation d'éducation, la nouvelle éducation-formation, afin que la transformation locale soit une véritable transformation finie. Ça ne c'est pas une transformation, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, mon co-débatteur, 13%, tu prends un coton qui est la matière première du pays, vous ne transformez que 13%. Mais vous allez arriver à quoi? Tout le reste est porté brut. Non, il ne faut pas se leurrer. Les paramètres, les indicateurs pour un développement sont connus. Il faut les appliquer. Avec un budget de 3 000 milliards de francs CFA, on ne peut pas arriver à un développement pour une population de 15 millions d'habitants. Il faut dès maintenant que les ressources soient trouvées et les moyens soient trouvés par... On nous a vendu un Wadagni qui est ancré dans les finances internationales. C'est maintenant qu'il doit le prouver, trouver les moyens nécessaires pour amorcer une économie qui se transforme réellement au plan agricole, au plan technique. On a même, pour se connecter entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, vous voyez tous les problèmes qu'on a eus au niveau de la connexion. C'est des choses qu'on doit pouvoir dépasser. On doit pouvoir dépasser pour amorcer la question essentielle quand on parle de développement. Le soutien aux femmes. Les femmes, non seulement elles doivent former, mais elles ne doivent pas rester tout le temps dans ce petit commerce qui est presque de suivi. Ce n'est pas un commerce pour aller de l'avant, c'est juste manger, dormir. Et à ce commerce-là, on ne se développe pas. Docteur Sina, quelle stratégie économique pourrait être mise en place pour réduire la dépendance à certains secteurs traditionnels, notamment l'agriculture et le commerce? La question de la formation qui a été abordée, je peux vous l'assurer, ça fait partie des moyens principaux que le candidat, sur lesquels le candidat veut travailler, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de développement sans formation. La question du capital humain, c'est une question essentielle. Maintenant, quand vous parlez de stratégie économique que le candidat, je vais dire désormais le président Robert Wadaï, compte utiliser pour pouvoir moins dépendre de certains clés, notamment le commerce, l'informel. Et il l'a dit, je suis revenu là-dessus, il veut agir essentiellement sur les potentialités de notre pays. Et les potentialités du Bénin aujourd'hui, c'est l'agriculture, le secteur agricole, l'élevage, la pêche, c'est l'artisanat. Et pour lui, il faut agir pour mettre aujourd'hui au service du développement agricole les technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle. Il faut mettre au service du développement de l'artisanat les technologies numériques. Aujourd'hui, le port du Bénin est classé l'un des ports les plus modernes de la sous-région. Le rôle que le port de Cotonou joue pour l'interland, notamment en matière d'importation et d'exportation, sera renforcé. Mais ce qui permettra au pays de créer véritablement de la valeur ajoutée, ce sont les industries. J'ai tantôt parlé des pôles de développement territoriaux qu'il veut mettre en place à travers une forte industrialisation. Et quand il parle de forte industrialisation, c'est ce que le gouvernement fait déjà aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler de la zone économique spéciale de Guinée. J'ai vu des images passer en arrière-plan tout à l'heure de cette zone où aujourd'hui le cajou et le soja produits au Bénin ne sortent plus à l'état brut. Aujourd'hui, le cajou est transformé à Glodigué. Aujourd'hui, Cotonou produit des t-shirts, Cotonou produit des maillots à partir du coton produit au Bénin. Mais comment réussir à mettre en place une chaîne de valeur complète? Ce sont des éléments sur lesquels le gouvernement a commencé à travailler au cours de ces dernières années
que le candidat Robert Wadaï, sur lequel il dit qu'il va revenir, mais cette fois-ci, ce sera plus Glodigue seul. Pour avoir travaillé sur l'essentiel de ces projets, il est déjà dans la dynamique. C'est pourquoi il a dit plus loin ensemble, parce qu'il connaît déjà la dynamique, il connaît déjà la solution. Il reste à réussir à réunir autour de lui les compétences nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir apporter cette solution que tous les Béninois appellent tant de tout leur vœu. Victor, réaction? J'écoute une fois de plus notre co-débatteur, Dr Sina, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Je sais que l'économie béninoise est fortement dépendante de l'extérieur. Comment compte-t-il financer toutes ces réformes? Puisque nous le savons tous, les réformes coûtent excessivement cher. Comment le président Romuald Wadagni compte-t-il faire toutes ces réformes-là? Où va-t-il trouver les moyens? Première chose. La deuxième chose, c'est que quand j'entends parler Dr Sina, je ne retrouve pas la prépondérance ou l'implication de la femme dans l'économie béninoise. Et pourtant, elles sont importantes. Par le passé, on a connu les femmes béninoises impliquées fortement dans l'économie locale, par le commerce. Mais ce commerce-là doit être non pas à l'échelle, comment je peux dire ça, locale ou bien ménagère, mais elle doit être à l'échelle industrielle. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cette implication des femmes et on n'a pas non plus une politique interne qui intéresse les femmes. La troisième chose, c'est la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, il y a 72% de la population béninoise qui a autour de entre 65 et 72%. Donc, les jeunes sont la majorité. Mais il n'y a pas non plus une bonne politique pour insérer les jeunes dans le tissu économique par la voie, mon ami Michel Betta le disait, par la voie de la formation et formation adéquation emploi. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toutes ces choses. Comment vous comptez faire ces réformes-là pour dynamiser ou rendre l'économie béninoise plus dynamique? Merci, que Victor. maintenant? Docteur Sina, réaction? Oui, madame. Non, il faut le dire. Il faut le dire que l'économie béninoise est une économie fortement dépendante de l'extérieur. Bien sûr, comme toutes les économies de notre sous-région, mais il faut surtout dire que l'économie béninoise est une économie résiliente. Quand vous avez un pays qui réussit à maîtriser son taux d'inflation autour de 1%, pendant que la frontière avec le Niger est fermée depuis bientôt 2 ans. Quand vous avez un pays qui réussit à maîtriser son taux d'inflation autour de 1%, malgré que les frontières avec le grand voisin du Nigeria sont restées fermées pendant plusieurs années. Quand vous avez un pays qui réussit à maîtriser le coût du pétrole, de l'essence à la pompe, pendant que le monde entier traverse une grande crise pétrolière aujourd'hui, ou bien même qui réussit à maintenir positivement son taux de croissance pendant la crise du Covid, il faut dire que le Bénin a une économie fortement résiliente. Mais en termes de perspective, je suis entièrement d'accord avec les collègues au niveau du plateau que aujourd'hui, en termes de perspective, la question de la jeunesse est une question principale. Je ne sais pas si vous avez pu lire le projet de société du candidat, mais le candidat apporte des solutions à la jeunesse. Quand il dit dans son projet de société qu'il est le candidat qui vient pour la jeunesse. Nous sommes réellement une population à plus de 65%. Nous avons moins de 40 ans. Il faut dire que on ne peut pas être chef d'État si on n'apporte pas une solution précise pour la jeunesse. Et la solution pour la jeunesse, il a dit, c'est la formation. Qu'elle dit qu'il veut mettre en place des pôles de développement territoriaux. Il veut plus que les Béninois, pour pouvoir s'en sortir face de l'exode rural, ou bien pour pouvoir s'en sortir aille vers l'immigration. Il veut les former. Il veut pouvoir mettre en place au niveau de chaque région aujourd'hui des facilités d'accès à des financements pour les PME.
Et il veut mettre gracieusement à la disposition de la jeunesse aujourd'hui des outils, des ressources que les jeunes ont de la facilité à utiliser, notamment les outils technologiques pour pouvoir les mettre au service du développement de nos ressources fortes. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler de l'élevage, je veux parler du tourisme. C'est pareil pour la question de la femme. Aujourd'hui, quand les difficultés réelles que les femmes ont dans notre économie, c'est qu'elles ont des difficultés d'accès au crédit, des difficultés d'accès aux garanties bancaires, qui sont des éléments essentiels, sur lesquels le candidat veut se battre. Désormais, au Bénin, les femmes auront entièrement le droit d'hériter du foncier au même titre que les hommes. Ça, c'est pas une promesse, c'est déjà une réalité. Les biens fonciers sont utilisés aujourd'hui aussi bien par les femmes que les hommes pour faire de la garantie bancaire. Et ce qui est bien avec le candidat Romuald Wadaye, il dit pour avoir accès à du crédit bancaire entre 200 000 et 50 millions de francs CFA, désormais, une fois installé à la présidence, on ne demandera plus des garanties aux femmes, on ne demandera plus des garanties aux jeunes, mais ce sera une procédure accélérée où en moins de 48 heures, les PME régulièrement enregistrés, les jeunes régulièrement enregistrés, les femmes régulièrement enregistrées auront accès à ces ressources pour pouvoir investir dans leur business, quitte à réussir à rembourser dans les délais pour pouvoir obtenir au prochain crédit le double de la première mise. C'est autant de solutions que le candidat a mis en place, mais je peux vous assurer, s'il y a quelque chose dont on peut être fier au Bénin, c'est que ces dernières années, le pays a été fortement résilient. Nous sommes l'un des rares pays à maintenir le taux de croissance à un niveau élevé, malgré les difficultés que nous avons avec nos principaux voisins. Je veux parler du Nigeria, je veux parler du Niger et du Burkina Faso. Merci, Dr Sina. Michel, dans tout ce développement justement qui sera enclenché, quel pourrait être le rôle de la diaspora béninoise qui représente aujourd'hui près de 3 millions? Bon, c'est la grande question. Moi, je pensais qu'il allait y répondre. Où va-t-on trouver les moyens pour faire ces réformes à grande échelle? Parce que ça nécessite d'énormes moyens. Où compte-t-il trouver tous ces moyens-là? Et la diaspora aussi est un levier sur lequel il faut s'appuyer. Mais la plupart de nos diasporas, même que ce soit en Côte d'Ivoire, quand vous partez les voir pour leur dire, écoutez, le pays regorge de beaucoup de projets pour investir, eux disent, mais ils ont besoin d'argent. Ça va sécher, ils ont plus besoin d'argent que de projets. Donc, on a le même schéma. Donc, il ne faudrait pas rêver que la diaspora va apporter. Mais on veut que l'expertise, quand même, soit un peu utilisée un peu plus dans le pays. Parce que quand tu as vu ailleurs, moi-même, je passe par là, je disais comme ça, j'étais en train de préparer une œuvre, allez-y pour qu'il n'y aille plus. Quand on voit toute cette migration clandestine, cette migration dangereuse qui se passe, on a le droit de compter sur cette diaspora. Mais est-ce que cette diaspora a suffisamment les leviers? Quand il n'y a pas de moyens, je dis les moyens techniques, parce qu'on sait que notre diaspora n'a pas d'argent. Ça, il ne faut pas se leurrer, penser que notre diaspora, ils sont fatigués là-bas, ils ont l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont hors du pays, mais ils ont besoin d'argent. À la fin de l'émission. Voilà. Réaction en quelques secondes. Bon, alors la diaspora, je pense que c'est une volonté politique. Il faut que soit mis en place un mécanisme qui permette à la diaspora de venir aisément investir au Bénin. Ce que nos États font, c'est que dans les politiques globales, on pense qu'on va mettre en place ces mécanismes-là, mais généralement, ça n'existe pas. De sorte que quand ils viennent ici, nos frères, ils ont beaucoup de difficultés pour s'insérer. Et donc, ça va dépendre du nouveau président, Romuald. Il faut qu'il mette en place un système, il faut qu'il mette en place un mécanisme qui pourra permettre à la diaspora d'être à l'aise. Mais j'ai fini. Allez-y en quelques secondes. J'ai fini par ça pour dire que comment est-ce que le problème des attaques djihadistes, qui, pour être honnête, freinent un tout petit peu les investisseurs, mais surtout le développement agricole à partir du Nord, comment est-ce qu'ils comptent régler ce problème-là? Dr Sina, réaction en quelques secondes sur l'apport de la diaspora dans le développement du pays et aussi le renforcement de la sécurité aux frontières du Bénin.
Oui, la question de sécurité, c'est une question essentielle. J'ai pu être aux côtés du candidat lors de sa campagne dans le nord du pays. À chaque étape, c'est un sujet sur lequel il est fortement revenu. À ce niveau, il a martelé. Les solutions à apporter doivent peser fortement sur le triptyque coopération militaire. Donc, une fois à la présidence de la République, il aura une politique d'ouverture vis-à-vis des pays limitrophes. Je veux parler du Niger principalement, le Burkina, qui sont les pays de l'AES, et également du Nigeria, parce qu'aujourd'hui, la question de la menace sécuritaire n'est pas une question à aborder de façon solitaire par chaque pays, mais la solution doit être une solution régionale afin que, si le Bénin agit et arrive à pousser loin les menaçants, il faudrait pas qu'ils aillent s'installer au Niger, il faut pas qu'ils aillent s'installer au Burkina, et si le Niger réagit également, faut pas qu'ils viennent s'installer au Bénin. Donc, il faut une coopération militaire, il faut de fortes discussions entre les chefs d'État et entre les différents états-majors. Ces dernières années, le dialogue existait, mais à cause des difficultés de coopération entre notre État et les États de l'AES, on n'a pas eu des avancées comme on l'a souhaité. Le candidat Romuald Wardagni a dit qu'une fois à la présidence, il va fortement agir pour avoir une politique d'ouverture afin que le dialogue puisse être au niveau économique et au niveau militaire beaucoup plus renforcé. Au-delà de cela, il faut agir pour mettre au niveau des forces de défense et de sécurité du Bénin qu'il faut renforcer beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'outils de travail, et également il faut agir sur la jeunesse. Une fois encore, la jeunesse, parce que c'est pas des étrangers, ce sont des Africains, ce sont des Béninois qui sont instrumentalisés par ces organisations-là. Il faut agir sur la jeunesse. Merci, Dr Sina. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Je rappelle, vous êtes conseiller technique au ministère de l'économie et des finances du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Michel Betta, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Victor Diokoyi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis à votre disposition. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale de Politicia, à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.